Noël est un jeune homme nerveux qui veut devenir le sourcier le plus fort du monde, mais il se retrouve avec la classe de soutien la plus faible qui soit, un parleur. Dans ce monde, il existe des phénomènes appelés abysses qui sont liés aux profondeurs de l'enfer. En ce jour maudit, le matchmaking est tombé en panne et le village de Noël a été attaqué par des démons de niveau 12. Le grand-père de Noël est le seul du village à avoir les compétences nécessaires pour se battre contre les démons. Il prend donc sa hache et dit à Noël de rester caché pendant qu'il repousse les démons jusqu'à l'arrivée des secours. Cependant, Noël sait qu'il n'y a aucune chance que les secours arrivent dans une telle situation, et que se battre seul contre tous ces démons est une condamnation à mort. Il ne croit pas que son grand-père puisse revenir vivant d'un tel combat, mais ce dernier lui assure qu'il peut y faire face. Après tout, il a déjà vaincu un démon de niveau 13, et les gens ne l'appellent pas Overdeath, au-dessus de la mort, pour rien. Après cela, il est allé affronter les démons, et même s'il s'est bien battu et a éliminé un grand nombre de démons, son grand-père a été tellement cuit que ses jambes se trouvent dans un autre fuseau horaire. Noël se précipite à ses côtés et grand-père s'excuse de ne pas avoir été assez fort pour survivre comme il l'avait promis, mais il n'avait pas le choix s'il voulait protéger le village. C'est le destin auquel tous les sourciers sont condamnés à cause de la vie de combat à laquelle ils se sont consacrés. Grand-père demande à Noël s'il va suivre ses traces, même après avoir été témoin des dangers du métier. Les larmes aux yeux, Noël déclare qu'il deviendra le sourcier le plus puissant du monde et promet de perpétuer l'héritage de son grand-père. Nous nous retrouvons alors dans le présent, où Noël a tenu sa promesse et est devenu un sourcier, suivant les traces de son grand-père. Bien qu'il donne des ordres à ses coéquipiers, il est loin d'être le plus fort de l'équipe, puisqu'il possède la classe de soutien la plus faible, le parleur. Les monstres que l'équipe de Noël a combattus sont des vampires mineurs. Ils ne peuvent pas utiliser la magie, mais ils sont difficiles à combattre car la reine des vampires peut se reproduire en peu de temps et donner naissance à une nouvelle armée. Noël avertit les membres de son groupe de ne pas baisser leur garde, car les vampires mineurs sont encore incroyablement forts et peuvent continuer à se battre même s'ils sont gravement blessés, ce qui signifie que chacun d'entre eux doit être doublement sollicité. Le groupe poursuit sa route dans le donjon, et Walter demande à Noël s'ils peuvent ignorer tous les petits vampires et se diriger directement vers la reine afin de terminer la mission rapidement. Noël lui répond que c'est une idée stupide, car ils se retrouveraient encerclés par les vampires mineurs pendant qu'ils combattent la reine. Cette mission est déjà assez difficile pour un groupe de rancés comme le leur, alors foncer sans réfléchir les ferait sûrement tuer. Walter reçoit le message mais dit sarcastiquement qu'il n'écoute que Noël parce qu'il est le parleur important du groupe. En tant que parleur, Noël est capable d'améliorer les membres de son groupe avec des mots d'encouragement, mais sa force personnelle est bien en dessous de la moyenne, et cela le frustre vraiment. Noël se retourne, s'apprêtant à retirer la confiance en soi de Walter, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il remarque un petit vampire qui campe au plafond, préparant manifestement quelque chose, et il ordonne à son équipe de se mettre à l'abri. À ce moment-là, le vampire libère un nuage empoisonné et Noël se retrouve en plein milieu. Les autres voient que Noël est en danger et veulent se précipiter pour le sauver, mais avant qu'ils ne puissent agir, ils sont attaqués par le vampire et Tanya est assommée. Walter et Lloyd tentent d'arrêter le démon, mais sans les bonus de Noël, ils sont beaucoup plus faibles qu'avant, alors Walter supplie Noël de se ressaisir et de leur donner des ordres. Noël l'entend et a un flashback du jour où son grand-père est mort, il se jure de ne laisser personne d'autre mourir. Il sort un pistolet et tire plusieurs fois sur le démon, tout en buvant une potion de santé pour se remettre du poison. Il n'a peut-être pas la même force que son grand-père, mais cela ne veut pas dire qu'il est complètement inutile, et il compte bien montrer à quel point un parleur peut être important. Il active sa compétence Talker Tacticien, et désormais, lorsqu'il donne des ordres à ses coéquipiers, leurs capacités sont augmentées de 25%. Il utilise ensuite sa compétence Voix de combat, ce qui augmente l'endurance et le mana de son équipe. Avec l'aide de Noël, l'équipe est maintenant capable de tenir bon, mais au-dessus d'eux, Tanya aperçoit 3 autres démons, et elle commence à paniquer, alors Noël utilise l'une de ses compétences pour la calmer. Si tout se passe comme prévu, Noël prédit que l'équipe devrait être en mesure d'achever les monstres en 74 secondes. Il dit donc aux autres qu'il s'occupera du reste des petits vampires et qu'ils doivent se concentrer sur l'élimination de la reine et se préparer à utiliser leurs attaques les plus puissantes. Alors que les petits vampires attaquent Noël, il utilise une technique de parole et leur crie dessus, ce qui les fige sur place. Une fois qu'ils sont incapables de bouger, il utilise son pistolet magique pour tirer une balle de glace et les enfermer dans un bloc de glace. Malheureusement, l'un des petits vampires parvient à esquiver l'attaque, mais Noël a encore une balle dans la chambre, et il a donc la possibilité de congeler le dernier petit vampire pour se sauver. Cependant, il décide de tirer la balle sur la reine pour la distraire et permettre à ses coéquipiers de s'échapper. Grâce à cela, Walter et Lloyd sont en mesure de frapper la reine avec leurs coups ultimes et de la battre. Mais lorsque Tanya se tourne vers Noël pour célébrer leur victoire, elle est horrifiée de le voir se faire poignarder par le petit vampire. Heureusement, il s'avère que Noël n'a pas vraiment été poignardé, car il avait tout calculé pour assurer sa survie.
Il savait qu'une fois la reine vaincue, tous les petits vampires cesseraient naturellement de bouger, et il a eu juste le temps d'éviter d'être tué. L'équipe réussit donc à sortir du donjon et le gouffre qui l'entoure se dissipe. Les coéquipiers de Noël viennent le voir, et bien qu'ils sachent qu'il a tout planifié avec soin, ils le réprimandent quand même pour avoir mis sa vie en danger de cette façon. Noël repense au jour où il a appris qu'il était un talcaire. Il pleurait à chaudes larmes parce qu'il voulait être un guerrier comme son grand-père, mais ce dernier lui a dit de ne pas s'inquiéter. Quelle que soit sa classe, son grand-père était persuadé que Noël deviendrait le sorcier le plus fort du monde, car il sentait en lui un talent incroyable. Depuis ce jour, Noël ne se laisse pas décourager par sa classe de soutien et reste déterminé à devenir le sorcier le plus fort du monde, même s'il n'est qu'un parleur. Une fois leur mission terminée, le groupe retourne à Etria, la capitale de l'Empire de Velan, pour faire part de son succès. L'Empire est plus vulnérable aux attaques des abysses que les autres nations. Pour lutter contre cela, l'Empire a développé une technologie magique en utilisant des matériaux qu'il a acquis auprès des démons. Les matériaux utilisés pour développer cette technologie ne peuvent être obtenus qu'avec l'aide des sorciers, qui sont donc admirés par le public pour leur contribution à la société. Noël est devenu officiellement un sorcier à l'âge de 15 ans. Il a donc déménagé dans la capitale et s'est trouvé des compagnons car il ne pouvait pas se battre seul en tant que sorcier. Walter est le guerrier du groupe, Tanya est la guérisseuse et Lloyd est l'épéiste. Noël aimerait bien avoir un éclaireur en plus, mais dans l'ensemble, leur équipe est assez équilibrée. Walter remarque que Noël est très silencieux pour une raison quelconque et lui demande si quelque chose ne va pas. Le groupe a reçu une récompense de 5 millions de fils pour avoir accompli la quête, alors Walter demande si Noël est contrarié qu'il n'ait pas négocié pour plus d'argent. Il dit alors à Noël qu'un sorcier ne devrait pas se préoccuper autant de l'argent, et que son grand-père aurait probablement dit la même chose. Au contraire, la première leçon que grand-père a donnée à Noël est que, quoi qu'il fasse, il a intérêt à être payé au prix fort, parce qu'il ne peut pas risquer sa vie pour rentrer chez lui sans un sou à la fin de la journée. Cela dit, Noël voulait absolument une meilleure récompense, et il se fiche éperdument de ce que pense Walter, mais il laissera tomber pour une fois. Tanya dit à Walter d'arrêter d'ennuyer Noël, mais il insiste toujours sur le fait que Noël devrait lui montrer plus de respect puisqu'il a 2 ans de plus que lui. Noël rétorque que l'âge ne signifie rien chez les sorciers, car la seule chose qui vous fait respecter est votre force, et Noël commence à se demander si Walter est vraiment assez compétent pour être respecté. Walter explose et hurle que Noël est le seul incompétent ici, car il ne fait que donner des ordres depuis l'arrière, tandis que les autres risquent leur vie sur la ligne de front. Cependant, Noël pensait avoir une bonne dynamique avec l'équipe, mais il se rend compte qu'ils le considèrent tous comme un fardeau, malgré tout ce qu'il fait pour eux. Mais avant d'en arriver là, il insulte Walter une fois de plus et s'apprête à se battre avec lui. Mais Lloyd intervient et les sépare avant qu'il ne se passe quelque chose de grave. Il change ensuite de sujet et suggère qu'il en reste là et qu'ils commencent à partager leurs récompenses. Un peu plus tard, ils sont tous assis près de la fontaine et Tanya est déçue du peu qu'elle a reçu après une mission aussi difficile. Lloyd explique qu'après tous les frais d'équipement et les taxes qu'ils ont dû payer, il ne restait qu'1 million de fils et que chaque membre de l'équipe n'a donc reçu que 250 000. Il reconnaît que c'est frustrant, mais les fonds de leur groupe augmentent régulièrement et il est sûr qu'ils gagneront plus d'argent la prochaine fois qu'ils auront une mission importante comme celle-ci. Noël fait remarquer qu'il n'y aura pas de prochaine fois, car ils n'obtiennent presque jamais de grandes missions. Les clans obtiennent tous les abysses les plus médiatisés, et même lorsqu'ils obtiennent des missions, ils sont obligés de payer une pénalité s'ils ne parviennent pas à s'en débarrasser par eux-mêmes, ce qui n'est pas viable. Ceci mis à part, Noël demande à Lloyd combien d'argent leur groupe a sur son compte commun. Lloyd lui répond qu'ils ont économisé 12,8 millions, et Noël suggère donc que l'équipe investisse cet argent dans la formation de son propre clan. Tout le monde est choqué qu'il suggère une telle chose, et Lloyd essaie d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas le faire, principalement parce qu'ils seraient obligés de payer 20 millions au pays pour en créer un, et qu'ils n'ont pas autant d'argent. Cependant, Noël ne se laisse pas décourager et se dit prêt à utiliser 7,2 millions de son argent personnel pour combler la différence. Il sait que c'est une décision coûteuse, mais il assure à tout le monde qu'à long terme, ils gagneront beaucoup plus d'argent puisqu'ils ne seront plus limités aux quêtes restantes. Lloyd fait ensuite remarquer qu'ils devront acquérir une base d'opération dans la capitale et que les prix des loyers sont aujourd'hui exorbitants. Cependant, Noël s'est déjà occupé de cette question et a trouvé un bâtiment bon marché à louer pour leur équipe. Tanya intervient et mentionne qu'ils sont tous des débutants de rang C et qu'ils ne pourraient donc pas gérer un clan, mais Noël ne pense pas que ce soit une bonne excuse pour éviter de former un clan. S'ils ne franchissent pas le pas maintenant, ils ne seront jamais prêts à diriger un clan par eux-mêmes. Noël a étudié la gestion d'un clan, il connaît donc toutes les procédures à suivre. La seule chose qu'il n'a pas, c'est l'expérience, et la seule façon d'acquérir de l'expérience dans un clan, c'est d'en fonder un, alors même si c'est difficile, il n'y a pas d'autre solution. Noël a raison, mais Lloyd reste persuadé qu'ils n'obtiendront pas de bons postes car ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient dignes de confiance. C'est là que Lloyd se trompe.
Noël garantit qu'ils obtiendront un tas de bons emplois, et cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient dignes de confiance, ils obtiendront des emplois parce qu'ils sont sexy. Le pays veut plus de sourciers, et un grand sourcier est considéré à la fois comme un héros et une idole, alors le pays les traitera naturellement mieux parce qu'ils sont beaux. Tanya ne pense pas que ce soit une bonne idée, car ils se vendraient pratiquement eux-mêmes, mais Walter est déjà convaincu par l'idée, car il en a assez de la vie médiocre qu'il mène. Il veut connaître la gloire et la richesse, et rien de ce que Tanya peut dire ne pourra l'en dissuader. Walter et Noël étant d'accord sur ce point, Noël demande à Lloyd son avis en tant que leader du groupe. Si Lloyd refuse, Noël est prêt à quitter le groupe et à prendre sa part des économies pour former un clan avec quelqu'un d'autre. Il rêve de devenir le sourcier le plus fort, et il ne laissera rien se mettre en travers de son chemin. Lloyd a le regard sombre, car il n'a d'autre choix que d'accepter les exigences de Noël. Cependant, il propose qu'ils discutent des détails de la formation du clan après-demain. Walter est d'accord et Noël est content d'avoir réussi à rallier Tanya et Lloyd à son idée, il part donc se reposer pour la nuit. Cependant, plus tard dans la journée, Walter arrive en courant vers Noël avec une terrible nouvelle. Il vient de découvrir que Lloyd et Tanya les ont trahis et ont disparu avec tout l'argent. Après avoir lu la lettre, Noël confirme ce qui s'est passé. Lloyd a investi tout son argent dans des NFT il y a quelques années, et maintenant qu'il est très endetté, il a détourné l'argent du groupe pour le rembourser et a fui la capitale avant d'être découvert. Noël trouve tout cela très drôle, car Lloyd a toujours défendu l'image d'une personne noble et chevaleresque. Mais pour en venir aux choses sérieuses, Noël demande à Walter où et quand il a trouvé cette lettre. Walter explique qu'il a entendu parler d'un très bon travail hier soir, et qu'il s'est donc rendu dans la chambre de Lloyd à la première heure pour lui en parler. Mais quand il est arrivé, Lloyd avait déjà vidé sa chambre, et c'est alors que l'aubergiste lui a montré la lettre. Selon l'aubergiste, Lloyd et Tanya ont quitté l'auberge vers 20h hier soir, juste avant la fermeture des portes de la ville. Dans des circonstances normales, ni Noël ni Walter n'auraient été mis au courant avant le lendemain après-midi, et Lloyd essayait donc de gagner le plus de temps possible avant de s'enfuir. Il est 9h30 du matin, alors même s'ils l'ont découvert plus tôt que Lloyd ne l'espérait, cela fait tout de même plus d'une demi-journée, et Tanya et lui doivent avoir parcouru une distance considérable. Cependant, les portes doivent avoir des traces de la direction qu'ils ont prise, et ils sont probablement partis à pied, de sorte que Noël et Walter devraient être en mesure de les rattraper s'ils prennent un cheval. Walter est impatient de partir, mais Noël lui rappelle qu'il ne s'agit pas simplement de les poursuivre et de récupérer l'argent. Ces deux-là ont choisi d'abandonner leur groupe, et c'est une véritable trahison, alors dans le pire des cas, s'ils les rattrapent et les affrontent, ce sera un combat à mort. Et même s'ils battent Lloyd et Tanya, ce sera une perte de temps car Lloyd a déjà dépensé tout leur argent. Mais cela ne veut pas dire que Noël va les laisser s'en tirer sans souffrir pour ce qu'ils ont fait. Après s'être habillés, Noël emmène Walter à la taverne locale, mais Walter ne comprend pas pourquoi ils sont là. Noël ne veut pas perdre de temps à expliquer le plan à Walter, puisqu'il est de toute façon trop bête pour le comprendre, alors il lui dit simplement de le suivre. Noël se rend à l'intérieur et attire immédiatement l'attention de tout le monde dans la taverne. Il leur dit que 2 membres de son groupe ont volé l'argent de son groupe et se sont échappés de la capitale, et qu'il est prêt à payer 2 millions de fils à quiconque les ramènera vivants. Walter commence à paniquer et demande à Noël pourquoi il a annoncé leur situation à toute la taverne, mais Noël répond qu'il recherche une personne en particulier et qu'il a fait cela pour gagner du temps. Le premier groupe à accepter la mission de Noël est le groupe Lightning Beat, et Noël donne au chef toutes les informations qu'il possède sur l'évasion de Lloyd et Tanya. Peu après, plusieurs autres groupes décident d'accepter la mission, mais Noël n'a toujours pas trouvé la personne qu'il cherchait. Soudain, un homme à l'allure louche s'approche de Noël au sujet de son offre d'emploi, et cet homme semble savoir quelque chose, ce que Noël attendait. Ils sortent pour discuter et l'homme explique qu'il a vu un couple quitter la ville hier et qu'il correspond parfaitement à la description de Noël. Il est sûr de savoir où ils vont. Le seul problème est que le groupe de l'homme n'est pas assez fort pour vaincre Lloyd et Tanya seuls. Noël propose donc son aide, mais il ne paiera qu'1 million à l'homme en échange. L'homme tente d'obtenir 2 millions, mais Noël a déjà lu en lui un livre, et il sait que l'homme est trop fauché pour refuser 1 million. Noël lui demande alors de préparer son groupe et de le rejoindre à la porte sud. Il demande également à Walter de l'attendre là-bas, car Noël a quelque chose à faire avant. Un peu plus tard, Noël a terminé ses préparatifs et retrouve tout le monde à la porte d'entrée. Walter a quelque chose à dire à Noël, il veut savoir si Noël sera d'accord pour se battre contre Lloyd et Tanya, mais Noël n'a aucune réserve et les tuera volontiers sans la moindre pitié. Walter ne peut pas croire que Noël ne ressente rien après qu'ils aient été partenaires pendant si longtemps, mais depuis le jour où ils se sont rencontrés, Noël avait déjà élaboré des plans d'urgence pour les abattre s'ils le trahissaient. Il a même un plan pour éliminer Walter, ce qui prouve qu'il n'a jamais fait confiance à aucun d'entre eux, et Walter pourrait bien se montrer moins confiant à l'avenir. Plus tard dans la journée, dans un village isolé, Lloyd et Tanya se promènent et Lloyd lui assure qu'ils sont en sécurité pour l'instant et qu'ils pourront se reposer tranquillement ce soir.
Il est sûr que Noël ne sera jamais assez mesquin pour s'en prendre à eux puisque l'argent a déjà été dépensé. Mais Lloyd a gravement sous-estimé l'attitude de Noël, car il apparaît derrière eux avec une escouade complète de personnes prêtes à les capturer. Lloyd est sur le point de dégainer son épée pour se battre, mais Noël utilise sa capacité pour lui dire de ne pas bouger, et lui et Tanya sont assommés sur place. Maintenant que Lloyd n'a plus d'endroit où fuir, Walter commence à lui crier dessus pour sa trahison. Il sait que Lloyd a déjà dépensé toutes les économies du groupe, mais l'argent qu'ils ont reçu pour la chasse aux vampires doit toujours être en sa possession, n'est-ce pas? Lloyd nie avoir l'argent et dit qu'il l'a aussi utilisé. Noël lui demande alors s'il l'a dépensé pour une autre affaire ratée de la NFT, mais Lloyd admet qu'il a utilisé l'argent pour rembourser ses dettes. La façon dont Lloyd répond donne à Noël toutes les informations dont il a besoin, et il réalise maintenant que Lloyd est un joueur en série. Il a dû jouer tellement qu'il a eu des ennuis avec des agents de recouvrement, mais Noël veut l'entendre de la bouche de Lloyd. Lloyd est sur le point de s'excuser à nouveau, mais Walter lui coupe la parole et lui reproche d'avoir gaspillé au jeu tout l'argent qu'ils avaient économisé au prix d'un dur labeur. Lloyd renonce à faire l'innocent et dit à Walter que c'est lui la vraie victime. Il ne voulait pas toucher à l'argent du groupe, mais le jeu était tellement amusant, et en plus, c'était de leur faute s'ils avaient laissé la responsabilité de diriger sur ses épaules. À ce stade, Noël a entendu assez d'absurdité, il donne un coup de pied au visage de Lloyd et commence à le piétiner pour avoir cru qu'il pouvait s'en tirer avec un tel rejet de la responsabilité sur les autres. C'est Lloyd qui a dit qu'il voulait devenir le chef, tout cela pour financer sa dépendance au jeu. En peu de temps, Lloyd a été battu jusqu'au sang et il implore le pardon, mais Noël n'a jamais entendu parler d'un tel mot, et il se fera un plaisir de battre Lloyd 1000 fois jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Tanya prend la parole et supplie Noël d'épargner Lloyd, ce à quoi Noël répond par l'affirmative, mais seulement si elle accepte de se faire battre à sa place. Noël est un fervent défenseur de l'égalité des sexes, il n'a donc aucun problème à la frapper si c'est ce qu'elle veut vraiment. Il utilise son pouvoir pour la contraindre à avouer son implication, et une fois qu'elle est obligée de dire la vérité, elle admet qu'elle a joué l'argent du groupe avec Lloyd, et qu'en fait, elle est encore plus accro au jeu que Lloyd. Le mouvement que Noël vient d'utiliser oblige la cible à révéler la vérité absolue quoi qu'il arrive, mais seulement pendant un court laps de temps. Une fois que Tanya a repris ses esprits, elle hurle à Noël d'avoir osé utiliser le contrôle mental sur elle, car c'est contraire à la loi impériale. Noël lui répond sèchement qu'elle a raison de dire qu'il est illégal d'utiliser le contrôle mental pour des raisons personnelles, mais que pour l'instant, c'est elle la criminelle, et que l'utilisation du contrôle mental par Noël est considérée comme un interrogatoire et est donc parfaitement légale. Maintenant que Noël a fini de parler au traître, l'homme demande à Noël de le payer, et Noël accepte de le faire mais dit qu'il a besoin d'une minute d'abord. L'homme n'aime pas qu'on lui dise d'attendre, alors il attrape Noël et l'accuse d'essayer de leur soutirer l'argent. Mais Noël entraîne l'homme sur le sol et lui assure qu'il sera payé pour son travail et qu'il n'a qu'à se taire et à attendre. L'homme est furieux, il sort son couteau et s'apprête à attaquer Noël, mais menacer Noël est la pire erreur qu'il aurait pu faire, car Noël l'assomme immédiatement d'un coup de poing à la poitrine. Noël a appris cette technique de son grand-père en l'expérimentant directement. Il s'agit d'un coup puissant porté directement dans la zone située au-dessus du cœur et qui peut temporairement paralyser les muscles cardiaques, provoquant l'évanouissement des sourciers les plus expérimentés s'il est exécuté correctement. Le grand-père de Noël voulait qu'il apprenne cette technique car, en tant que bavard, il ne peut pas se protéger lui-même, ce qui lui donnerait au moins une certaine capacité offensive. Les coéquipiers de l'homme traînent son corps inconscient hors de la route, et peu après, un ami de Noël arrive dans une calèche de luxe. L'homme est un infâme marchand d'esclaves, Finocchio Barzini, et il semble être en bon terme avec Noël. C'est le chef de la famille Barzini, et Noël le connaît pour être assez excentrique et zélé, mais il est le seul à pouvoir l'aider, alors il doit le contacter. Si ce n'était pas encore évident, Noël a l'intention de vendre Lloyd et Tanya à Finocchio comme esclaves pour récupérer l'argent qu'ils lui ont volé. Tanya proteste, mais Noël lui rappelle qu'il peut toujours la dénoncer à la police, et qu'une peine de prison signifie qu'elle sera envoyée dans les mines. Et laissez-moi vous dire que les mines ne sont pas une partie de plaisir. Ils ont beaucoup plus de chances de survivre s'ils deviennent des esclaves, avec un peu de chance, s'ils sont achetés par un maître bienveillant. Cela dit, Noël demande à Finocchio de commencer à évaluer les deux à vendre, mais lorsqu'il a terminé, Finocchio ne propose de les acheter que pour 6 millions. Noël dit que ce n'est pas assez, et Finocchio s'excuse, disant que c'est un mauvais moment pour lui, et qu'il ne peut pas offrir plus que cela. L'église de Sainte-Croix est sur le point de décréter que tout le monde doit faire vœu de pauvreté, donc si Finocchio offrait le prix fort pour Lloyd et Tanya, cela attirerait trop l'attention, et il aimerait éviter cela. Noël n'avait pas réalisé que l'Église avait autant d'influence sur une famille aussi puissante que la famille Barzini, mais cela n'a pas d'importance. Il dit qu'il acceptera 11 millions comme paiement, et il faut un certain temps à Finocchio pour s'en rendre compte, mais lorsqu'il s'en rend compte, il commence à crier que Noël essaie d'obtenir 5 millions de plus. À cause de ces cris incessants, Noël continue d'augmenter le prix jusqu'à ce qu'il finisse par demander 15 millions alors que Finocchio n'en avait offert que 6 au départ. Finocchio commence à s'énerver,
mais Noël lui dit que s'il achète les deux pour 15 millions, il dira à tout le monde que Finocchio n'a payé que 15 millions à la place. Le décret de l'Église signifie simplement que Finocchio ne peut pas acheter des choses trop chères, mais s'il prétend que Lloyd et Tanya valent vraiment la peine, les gens feront la queue pour les acheter uniquement parce qu'ils sont chers. Si Finocchio joue bien ses cartes, il pourra même les vendre jusqu'à 90 millions. Finocchio est impressionné par la ruse de Noël et lui propose de prendre la tête de sa famille, mais Noël refuse. Finocchio comprend, et il est d'accord avec le marché, mais avant de finaliser les choses, il va voir le gars dépenaillé de son groupe pour l'avertir de ne pas dire un mot de tout cela, à moins qu'il ne veuille mourir d'une mort douloureuse. Sur ce, il remet à Noël un acompte pour les deux esclaves et commence à les emmener. Tanya supplie Noël de ne pas faire cela, mais une fois encore, le pardon n'existe pas dans son dictionnaire. Elle se tourne alors vers Walter et lui demande de faire quelque chose. Elle sait que Walter a le béguin pour elle s'attend donc à ce qu'il la sauve, mais Walter refuse. Elle commence alors à le réprimander avec toutes les insultes qu'elle peut trouver, et le regard de Walter est impayable car il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle puisse lui dire de telles choses. Maintenant que le marché est conclu, Noël donne à l'homme son paiement d'1 million et s'en va avec Walter. Après cet incident, Walter s'interroge sur ses choix de vie et envisage sérieusement de démissionner de son poste de sourcier, mais Noël lui dit que ce n'est pas de sa faute. Dans ce métier, vous allez rencontrer beaucoup de gens, et beaucoup d'entre eux seront des traîtres. Walter n'est peut-être pas très fort mentalement et il est peut-être un peu bête, mais Noël croit qu'il est un guerrier doué, alors il veut continuer à se battre à ses côtés et reconstruire leur groupe ensemble. Cependant, Walter ne peut se résoudre à accepter et refuse de vivre la vie d'un sourcier après ce qui vient de se passer. Noël comprend et accepte les souhaits de Walter. Alors que Walter quitte la ville, Noël lui souhaite bonne chance pour la suite et lui fait ses adieux, mais Noël, lui, n'a pas encore abandonné son rêve. Il est déçu que son groupe ait été dissous, mais il refuse que cela l'empêche de devenir le plus fort. Il a donc l'intention de reconstruire le groupe Blue Beyond et de le rendre plus fort que jamais. Noël publie un avis de recherche de nouveaux membres pour le groupe, mais pendant qu'il attend que les gens se présentent, Wolf ne cesse de le harceler. Il dit à Noël que personne ne se présentera parce que toutes les personnes qui sont assez compétentes pour répondre aux exigences de Noël sont déjà dans un groupe, et il n'a pas tort, mais Noël lui dit de s'occuper de ses affaires. Wolf continue de parler et dit à Noël qu'il aimerait bien qu'il rejoigne Lightning Beat. Noël y réfléchit un instant et Lightning Beat est certainement un bon choix pour un groupe avec tous ses membres compétents, Wolf l'épéiste et Lisha l'archer, ainsi que d'autres membres forts. Dans l'ensemble, ce n'est pas une mauvaise proposition et Wolf rappelle à Noël qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent s'il rejoignait son groupe. Cependant, Lisha et les autres membres de Lightning Beat disent à Wolf qu'il ne devrait pas être aussi pressant sur ce genre de choses. À la surprise générale, Noël dit à Wolf qu'il accepte de rejoindre Lightning Beat, mais seulement à la condition qu'il devienne le nouveau chef du groupe. Les autres membres du groupe ne semblent pas s'opposer à ce que Noël devienne leur nouveau chef, et Wolf n'arrive pas à croire qu'ils aient tous accepté si facilement. Mais le choix leur semble facile, car Noël est certainement beaucoup plus intelligent que Wolf. Wolf admet que Noël est peut-être plus intelligent que lui, mais il est toujours celui qui a fondé Lightning Beat, et il n'est donc pas prêt de céder sa place à Noël. À ce moment-là, une fille apparaît derrière tout le monde, et ils sont tous surpris car aucun d'entre eux n'a pu la sentir venir, pas même Lisha, et elle a des oreilles d'elfe. La mystérieuse jeune fille se présente sous le nom d'Alma et dit qu'elle est ici pour demander à rejoindre le groupe de Noël, qui s'assoit donc avec elle et commence l'entretien. Tout d'abord, il lui demande si elle est mineure, car il ne veut pas avoir de problème avec l'Empire, mais heureusement, Alma a 21 ans, donc elle est assez âgée pour devenir sourcier. Après cela, les membres de Lightning Beat commencent à lui poser toutes sortes de questions personnelles, comme ses loisirs et ses livres préférés, mais ce que Noël veut vraiment savoir, c'est son travail et son rang. Alma répond en disant qu'elle est éclaireuse de rang C. Noël pense que c'est un coup de chance, car cela fait un moment qu'il cherche une bonne éclaireuse. Mais avant de l'accepter, il a une dernière question et lui demande pourquoi elle veut devenir sourcier. Alma l'informe qu'elle n'est pas vraiment intéressée par la carrière de sourcier, mais qu'elle est simplement venue voir Noël, le petit-fils de Verdette. Noël est surpris qu'Alma connaisse son grand-père, mais elle précise qu'elle n'a jamais rencontré Overdette. Cependant, son grand-père s'est battu contre le grand-père de Noël il y a plusieurs années, et cela lui a coûté son bras droit. Noël s'énerve car il pense qu'Alma est ici pour se venger de son grand-père, mais Alma le nie, car elle n'est pas intéressée par les rancunes intergénérationnelles. Elle voulait juste savoir à quoi ressemblait le petit-fils d'un héros légendaire comme Overdette. Son grand-père est mort de toute façon, alors ce n'est pas comme si cela avait de l'importance qu'elle se venge ou non. Noël, curieux, lui demande qui était son grand-père et Alma lui répond qu'il s'appelait Alcor. Tout le bar devient silencieux à la mention de ce nom, car Alcor est célèbre pour être à la tête de la société des assassins. Il tuait n'importe quelle cible à la demande d'un client, à condition d'être suffisamment rémunéré, ce qui lui valait la réputation d'être l'assassin le plus fort.
L'un des habitués du bar s'offusque qu'Alma prétende être apparentée à un homme aussi légendaire qu'Alcor, et il ne croit pas un mot de ce qu'elle a dit, alors il l'interpelle. Wolf demande à l'habitué de se calmer, mais il est déjà excité, et il dit à Alma qu'il y a une règle tacite parmi les sourciers, vous devez aller dans le bon bar pour votre rang, sinon vous serez battu par les habitués du bar. Alma n'a jamais entendu parler d'une telle règle, probablement parce que Logan est le seul à la respecter, car il aime avoir l'occasion de tabasser les gens. Cependant, elle interrompt le discours de Logan et dit qu'elle a une question à poser à Noël. Elle veut savoir ce qui détermine le rang d'un sourcier, et Noël lui répond. Votre rang est généralement déterminé par le type d'emploi que vous occupez ou par les compétences dont vous faites preuve. Alma comprend maintenant, et si elle veut prouver qu'elle est assez forte pour être ici, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'abattre Logan. Logan est furieux qu'elle pense qu'elle peut le battre, alors il essaie de la frapper, mais elle disparaît sous ses yeux, et en quelques secondes, Logan est assommé. Après ce qu'il vient de voir, Noël saute sur l'occasion et engage Alma immédiatement. Mais Alma a maintenant faim à cause de toute l'énergie qu'elle a gaspillée à battre Logan. Alors Noël l'emmène dehors et lui achète une collation. Alma est stupéfaite par la saveur de la brioche, et Noël trouve cela étrange car elle ne devrait pas être aussi excitée par des brioches ordinaires, mais elle n'a jamais eu l'occasion de manger quelque chose d'aussi bon que cela lorsqu'elle vivait dans les montagnes. En entendant qu'elle a passé toute sa vie dans les montagnes, Noël croit plus facilement qu'elle est vraiment la petite fille d'Alcor. Alma est un peu contrariée que Noël ne l'ait pas cru jusqu'à présent, mais elle l'a quand même cru quand il a dit qu'il était le petit-fils d'Overdette. Son grand-père l'avait prévenu de ne jamais combattre Overdette sous aucun prétexte, car l'homme n'hésiterait pas à tricher de toutes les manières nécessaires pour gagner, et quand elle regarde Noël, ses yeux lui donnent l'impression qu'il ferait la même chose. Noël lui demande si elle a passé son temps dans les montagnes à s'entraîner pour devenir un assassin, ce qu'Alma confirme. Elle doit passer du rang d'éclaireur à celui d'assassin, et bien qu'elle ne l'ait pas encore fait, elle remplit les conditions pour être classée comme éclaireur de rang B. Si c'est le cas, Noël demande pourquoi elle n'a pas encore rejoint la Société des Assassins. Puisqu'elle est plus que qualifiée, et Alma avait l'intention de le faire, mais lorsqu'elle a passé l'examen d'entrée, il y a eu un petit incident. On lui a demandé de combattre un de leurs assassins, mais elle a été déçue parce que son adversaire n'était pas aussi fort qu'elle espérait. Le gars était vexé qu'elle ait traité de faible, alors quand le match a commencé, il a attaqué de toutes ses forces, mais après toutes ses belles paroles, il a raté tous ses coups et a fini au sol. Alma a alors pointé un couteau sur sa tête, et le gars a commencé à plaider pour sa vie, puisque ce n'était qu'un examen et qu'il n'était pas permis de tuer. C'était peut-être le règlement, mais Alma s'en moquait, car son grand-père lui avait appris que seuls les forts pouvaient survivre, et que tous les faibles devaient mourir. Juste avant de poignarder le gars, sa lame se coince et elle est obligée de reculer parce que Simon, le nouveau chef de la Société des Assassins, a refusé qu'elle tue l'un des siens. Après cela, Alma a été rejetée de la Société des Assassins pour des raisons évidentes. La société approuvait ses compétences, mais ne pouvait pas l'autoriser à la rejoindre à cause de ses tendances meurtrières, car il ne voulait pas avoir affaire à elle. Apparemment, la Société des Assassins est en train d'être officiellement reconnue comme une organisation par la famille royale, ce qui signifie qu'elle se concentrera principalement sur le travail d'espionnage plutôt que sur les assassinats, et qu'elle doit garder un casier vierge pour y parvenir. Il faut une seconde à Noël pour réaliser qu'Alma vient de partager un secret national avec lui, et il craint que la société n'envoie des assassins pour le faire taire à cause de cela. Cependant, Noël pense que ce n'est pas grave puisqu'elle peut probablement le protéger si cela devait arriver, même si cela ne le rassure pas. Il n'y a rien qu'il puisse faire maintenant. Alors le lendemain, Noël et Alma se rendent dans la forêt pour s'entraîner au travail d'équipe. Noël demande à Alma si elle sait quelque chose sur les parleurs comme lui, mais elle n'a pas vraiment étudié le sujet, et tout ce qu'elle sait, c'est qu'ils ont de faibles aptitudes au combat, mais qu'ils possèdent de fortes aptitudes de soutien. Noël lui répond qu'elle a raison, mais que les capacités d'un bavard sont bien plus complexes que cela. Par exemple, Noël peut utiliser la commande d'assaut pour rendre ses coéquipiers suffisamment forts pour mettre fin à un combat en un seul coup. Mais s'il l'utilise au mauvais moment, tout son groupe risque d'être anéanti. C'est pourquoi il doit être conscient de tout ce qui se passe pendant le combat et utiliser ses compétences en conséquence pour obtenir le meilleur résultat. Cependant, il y a un inconvénient en tant que bavard, il ne peut pas utiliser de buff sur lui-même, il n'est donc pas censé pouvoir se battre. Bien sûr, cela ne l'a pas empêché jusqu'à présent. Pour commencer son entraînement, Noël explique à Alma qu'il veut qu'elle capture un monstre dans ses bois, et que même s'il n'est pas aussi dangereux que ceux des abysses, il représente une menace suffisamment importante pour être éliminé. Il lui parle des lapins tueurs et Alma les trouve très mignons, mais Noël lui rappelle que ces choses sont toujours dangereuses. Il veut qu'elle attrape un lapin tueur avec l'un de ses buffs actifs sur elle et Alma pense que cela devrait être facile, mais elle dit qu'elle n'a pas besoin de l'aide de Noël pour le faire. Il est vrai qu'Alma est parfaitement capable de le faire seule, mais ce n'est pas pour cela qu'il veut qu'elle utilise l'un de ses buffs. Elle pense peut-être qu'un buff ne fera que la rendre plus forte, mais il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir l'utiliser efficacement. Par exemple, Alma possède une compétence appelée Axel qui double sa vitesse, et qui s'accumule, ce qui lui permet de l'utiliser consécutivement jusqu'à 5 fois.
Cependant, elle ne peut pas l'utiliser à pleine puissance dès le départ, car la vitesse accrue lui aurait brisé les os et déchiré les muscles. Et ce n'est qu'avec ses propres compétences. Alors imaginez ce qui se passerait si elle recevait en plus un buffle de Noël. Elle doit entraîner son corps pour qu'il puisse s'adapter à la pression exercée par le buffle de Noël. Alors ils sont ici pour tester sa capacité à le supporter. L'ancien groupe de Noël était talentueux, mais il leur a fallu 6 mois avant de pouvoir utiliser efficacement ces buffs. Alors la performance d'Alma déterminera s'ils continueront à former une équipe ou non. Alma lui dit qu'elle peut faire face à tout ce qu'il a prévu. Alors Noël lui demande si elle sent des lapins tueurs dans les environs. Il y a des lapins dans la zone en ce moment, alors Noël active sa compétence tacticien et demande à Alma d'utiliser sa compétence accélération au maximum. Tant qu'elle suit ses ordres, sa capacité aura un effet plus fort, et pour réussir son test, tout ce qu'elle doit faire est de capturer un des lapins et de le lui ramener dans les 10 secondes. Alma active sa compétence d'accélération et, en un clin d'œil, elle a déjà parcouru la moitié de la forêt pour attraper des lapins. Elle est étonnée de voir à quel point elle est plus rapide que la normale, et avant que les 10 secondes ne soient écoulées, elle revient vers Noël avec les 13 lapins. Noël est surpris qu'elle ait réussi à tous les attraper. Non seulement elle a pu utiliser les buffs facilement, mais elle l'a fait en l'espace de 8 secondes. D'après ce qu'il a vu, Noël est sûr qu'elle n'a pas besoin d'entraînement supplémentaire. Il suggère donc qu'ils prennent leur premier travail en tant que groupe, et il a déjà le parfait en tête. Il a reçu une lettre d'un ancien clan il y a quelque temps, qui indique qu'une bande de voleurs a attaqué le village de Mintz, et Noël et Alma vont donc s'en occuper. Ils voyageront en diligence, et Alma trouve que c'est très amusant parce qu'elle n'en a jamais conduit auparavant. Le voyage s'annonce long et ennuyeux, alors Noël dit qu'il va lui parler du travail qu'un sourcier peut accomplir. Les sourciers ne sont pas limités aux quêtes dans les abysses. Ils peuvent aussi chasser des monstres, des criminels, des trésors et même des terres mystiques. Le gang de voleurs qu'ils sont en train d'affronter ne poserait normalement pas de problème au seigneur local, mais avec toute la bureaucratie, le village aurait été détruit avant qu'une aide officielle n'arrive. C'est pourquoi il a été engagé pour aider, bien que le village soit assez pauvre. Noël ne s'attend pas à recevoir une grande récompense, mais ce sera une bonne occasion de voir comment Alma se débrouille en combat réel. Après un long voyage en carrosse, ils arrivent dans la ville du Dora et Alma a les fesses raides à force d'être assise, elle ne veut plus jamais avoir à s'asseoir dans un tel véhicule. Pour l'instant, Noël leur propose de trouver une auberge pour la nuit, mais partout où ils vont, toutes les chambres sont réservées, si bien qu'ils finissent par devoir partager une chambre simple parce que c'est tout ce qui est disponible. Noël dit à Alma qu'il dormira par terre pour qu'elle puisse prendre le lit si elle le souhaite, mais Alma ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas partager le lit ensemble, et elle trouve très mignon que Noël soit gêné par ce genre de choses. Noël ne veut plus en parler et s'en va prendre un bain. Pour passer le temps, Alma commence à faire des étirements, mais dès que Noël sort du bain, elle se redresse et commence à admirer ses muscles parfaitement formés. Elle trouve qu'il a un physique incroyable, mais c'est dommage qu'il ne fasse que parler, car s'il avait été un guerrier comme Overdette, il aurait pu devenir le sourcier ultime. Il a beau travailler dur, il n'arrivera jamais à surpasser ceux qui ont un talent naturel, et Alma est déçue car elle aurait aimé voir les sommets qu'il pouvait atteindre. Noël ne laisse pas ses commentaires l'atteindre et lui donne une tape sur le front pour avoir dit des choses inutiles, mais pendant qu'Alma prend son bain, il commence à réfléchir aux choses qu'elle a dites parce qu'il sait qu'elle a raison. Il voulait plus que tout devenir un guerrier comme son grand-père, mais la vie ne lui a pas donné ce qu'il voulait et il doit donc se contenter de la classe qu'il a reçue. Lorsqu'ils arrivent enfin au village, le chef sort pour accueillir le groupe, mais il est un peu surpris de voir qu'ils ne sont que 2. Noël explique que les autres membres du groupe ont dû quitter le groupe pour diverses raisons, sans parler du fait qu'il les a vendus. Quoi qu'il en soit, le groupe Blue Beyond se compose désormais uniquement de Noël et d'Alma. Noël assure au chef qu'à eux deux, ils sont tout à fait capables de s'occuper de quelques voleurs. Ils s'assoient tous pour une réunion dans le salon du chef et Noël remarque que la fille du chef le regarde derrière un rideau, alors il lui dit bonjour, mais la fille se cache immédiatement de lui. Le chef s'excuse auprès de Noël pour l'impolitesse de sa fille et lui explique qu'elle était en fait très impatiente de le voir, mais Noël veut juste parler des détails de la mission que le chef lui a confiée. D'après la lettre que Noël a reçue, il y a une bande d'une vingtaine de voleurs dans la région et ils ont déjà attaqué l'un des villages voisins, alors ce village pourrait être leur prochaine cible. Il demande s'il y a des indices sur l'emplacement de la base des voleurs, et le chef a effectivement réussi à la repérer. Les voleurs se trouvent dans la clairière rocheuse à l'est de la forêt et avec les informations fournies, Noël ne devrait pas avoir de mal à les localiser, mais avant d'y aller, il veut discuter de la compensation. La lettre du chef proposait 200 000 à l'avance et 300 000 une fois le travail accompli, mais avant même que Noël ait fini de parler, la femme du chef apporte les 200 000 à l'avance, et le chef promet de payer le reste une fois la quête accomplie. Noël est très surpris, car il s'attendait à ce qu'il commence à négocier le prix, et d'après les pièces dans le sac, il semble que le chef ait à peine réussi à rassembler cet argent, il doit donc être vraiment désespéré. Puisqu'il a reçu le paiement initial, Noël et Alma partent accomplir la mission, mais pendant qu'ils marchent, Alma dit à Noël que le chef a regardé son décolleté pendant toute la durée de leur conversation,
et qu'il a fait devant sa femme et sa fille, ce qui fait qu'elle n'a pas une très bonne opinion de lui. À ce moment-là, la fille du chef du village arrive en courant derrière eux et veut parler à Noël, car elle était trop nerveuse pour le faire à la maison. Elle lui montre son jouet, et Noël reconnaît qu'il s'agit de celui qu'il lui a offert la dernière fois qu'il est venu dans ce village. La jeune fille l'a toujours gardé et le chérit plus que tout parce qu'elle aime beaucoup Noël. Elle n'a pas grand-chose d'autre à dire, mais elle promet de lui préparer quelque chose de délicieux à son retour de mission, et Noël dit qu'il s'en réjouit. Alma trouve l'interaction très drôle, car Noël semble avoir un côté gentil, mais il ne veut pas l'entendre de sa bouche. Plus tard dans la nuit, ils arrivent enfin au camp des voleurs, et Noël ne comprend pas pourquoi le chef pensait qu'il n'était que 20, car le nombre de voleurs ici est bien supérieur à 40. Il identifie rapidement le chef du groupe, et le type lui semble terriblement familier, si bien que Noël comprend rapidement qu'il s'agit de Gourdo la lame de rasoir. Sa tête est mise à prix pour 2 millions de livres, mais c'est aussi un éclaireur de haut rang. Alors il demande à Alma si elle est sûre de pouvoir le battre. Alma est sûre qu'elle pourrait gagner si c'était un vrai face-à-face, mais pas vraiment si elle doit faire face à tous les sbires de Gourdo en même temps. Noël s'attendait à cette réponse, alors il dit qu'il a un plan pour s'occuper de tous les hommes de main. Alma est surprise que Noël ait l'intention de se battre avec elle, car s'il s'approche plus qu'il ne le fait déjà, les bandits pourront le détecter, bien qu'Alma puisse s'approcher autant qu'elle le souhaite car elle possède une compétence de furtivité. Noël lui dit d'arrêter de parler et de se concentrer sur ses instructions. Elle fait donc ce qu'on lui dit et saute dans le camp avec sa compétence de furtivité active. Noël et Alma parviennent à maintenir la communication grâce à l'une des compétences de Noël, Link, qui lui permet de partager ses pensées avec ses coéquipiers. Alma arrive bientôt à la tente de Gourdo et informe Noël qu'elle est à portée de main. Noël utilise alors hurlement d'étourdissement, gelant temporairement tout le camp. Dès que tout le monde est sonné, Noël ordonne à Alma de tuer Gourdo. Grâce à sa quintuple accélération, elle fonce dans la tente et le poignarde en plein cœur. Maintenant que Gourdo est mort, il ne reste plus qu'à s'occuper des bandits restants. Noël ordonne donc à Alma de les occuper jusqu'à ce qu'ils puissent descendre, et elle commence à massacrer les soldats qui se trouvent à proximité. En descendant la colline, Noël remarque qu'Alma semble s'amuser un peu trop, et que ses tendances meurtrières pourraient lui poser problème un jour, mais ce jour n'est pas arrivé, alors il la rejoint au combat et utilise sa balle de feu pour réduire en cendres le reste des voleurs. Une fois la mission terminée, ils rentrent tous les deux au village et sont accueillis par le chef du village, qui se réjouit de les voir en vie. Il s'enquiert de la situation des voleurs et Noël l'informe qu'ils ont tous été éliminés, offrant la tête de leur chef comme preuve, mais le chef du village dit qu'il n'a pas besoin de voir la tête coupée. La mission étant terminée, Noël demande le reste de son paiement et le chef lui répond qu'il le lui donnera, mais il l'invitait d'abord à dîner avec eux car sa fille, Chelsea, l'attendait avec impatience. Alors que Noël et Alma s'assoient avec la famille, le chef raconte à Noël que Chelsea a récemment été évaluée en tant qu'épéiste, et Chelsea demande à Noël s'il pense qu'elle peut devenir un sourcier comme lui. Noël lui répond que n'importe qui peut devenir un sourcier, bien qu'il y ait généralement un camp d'entraînement où il faut aller pour apprendre les ficelles du métier, mais Chelsea peut aussi travailler comme support pour un sourcier établi et acquérir de l'expérience de cette façon. Mais pendant qu'il dit cela, le chef et sa femme ont un regard qui indique qu'il ne prépare rien de bon. Un peu plus tard, Chelsea demande à Noël s'il l'autorisera à rejoindre son groupe si elle devient un sourcier puissant à l'avenir. Noël répond que si elle devient puissante dans le futur et qu'elle l'admire toujours, il sera plus qu'heureux de l'accepter dans son groupe et Chelsea est vraiment excitée d'entendre cela. À ce moment-là, le chef et sa femme reviennent dans le salon avec une bouteille de vin et il dit qu'il veut faire la fête, alors il verse un verre de son vin très cher à Noël et à Alma. Cependant, après avoir examiné le vin, Noël dit qu'il ne peut pas boire la première gorgée d'un vin de si grande qualité et il insiste pour que le chef boive la première gorgée. Le chef commence à paniquer et essaie d'inventer une excuse pour expliquer pourquoi il ne peut pas le boire, mais Noël insiste toujours pour qu'il boive le vin en premier parce qu'il sait que le chef l'a empoisonné. Le chef tente de nier avoir empoisonné le vin, mais Noël a de nombreuses raisons de l'accuser. Premièrement, le chef a clairement menti en disant qu'il n'y avait que 20 voleurs pour qu'il n'ait pas à payer autant et quelqu'un qui ferait cela n'ouvrirait jamais une bouteille de vin aussi chère pour des invités. Deuxièmement, le vin n'est même pas cher. Noël peut dire à l'odeur qu'il s'agit du vin le moins cher possible et qu'il a été ouvert il y a longtemps, et enfin, une nette soif de sang émane du chef et de sa femme depuis qu'ils ont sorti cette bouteille de vin. Alma traite l'homme de stupide pour avoir cru qu'il se laisserait prendre à une tentative de meurtre aussi évidente, et le poison n'aurait de toute façon pas fonctionné puisqu'Alma est immunisée contre toutes sortes de poisons. Le chef se met en colère et affirme qu'ils n'ont aucune preuve, mais s'il nie toujours avoir empoisonné le vin, alors Noël dit qu'il ne devrait pas avoir de problème à le boire. Le chef du village pique une crise et crie à Noël de quitter son village immédiatement. Mais Noël utilise sa compétence confession sur lui et force le chef à admettre qu'il avait l'intention de les empoisonner pour ne pas avoir à payer Noël, puis de voler tout leur argent et leur équipement. Chelsea n'arrive pas à croire que son père a vraiment essayé de tuer Noël.
Mais maintenant que Noël a entendu la confession, il se lève immédiatement et poignarde le chef dans l'œil avec son pouce. Le chef hurle de douleur, mais Noël est loin d'avoir fini car il va lui arracher l'autre œil, puis le nez et enfin la langue. Le chef le supplie de lui pardonner, mais le pardon est la dernière chose que Noël lui accorderait, surtout pas à quelqu'un qui a essayé de le tuer. Il dit au chef que s'il veut survivre, il devra donner à Noël jusqu'au dernier centime qu'il possède. Le chef supplie Noël de ne pas prendre son argent parce qu'il a des dettes à rembourser et que la famille mafieuse Gambino lui fera des choses terribles s'il manque un paiement, et c'est triste et tout, mais Noël a-t-il l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Il est sur le point de s'exécuter, mais à la dernière seconde, Chelsea sort le sac avec tout l'argent qu'ils ont dans la maison, soit environ 800 000, et elle dit à Noël qu'il peut l'avoir, et qu'il n'a qu'à laisser son père s'en aller. Le chef lui crie dessus parce que s'ils perdent cet argent, la famille Gambino pourrait les tuer, mais si Chelsea ne donne pas cet argent à Noël, alors Noël va certainement tuer le chef tout de suite. Noël accepte l'argent et après s'être assuré qu'il y en a assez, il dit à Alma qu'ils partent. Mais alors qu'ils partent, Chelsea maudit Noël et tous les autres sourciers pour ce qu'il a fait, ce qui lui fait un peu mal puisqu'elle l'admirait il y a quelques minutes, mais c'est comme ça. Alors que Noël et Alma s'éloignent, Alma demande à Noël s'il est d'accord avec la façon dont les choses se sont terminées, mais il a son argent, et le chef était celui qui avait tort, alors il peut vivre avec le fait d'être détesté pour son impitoyabilité. Un peu plus tard, il voit un dirigeable passer au-dessus d'eux, et Noël reconnaît à l'insigne sur le fond qu'il appartient au clan de la chèvre, l'insigne à 3 étoiles. Alma trouve ça cool, mais elle ne sait pas vraiment ce que signifie Regalia. Noël lui explique alors que cela signifie que le clan a été reconnu par l'Empire. Il y a actuellement 7 étoiles de Regalia et elles ne sont pas toutes égales car il y a différents niveaux de force entre elles. Les 4 derniers sont en bas de l'échelle, le 3e et le 2e sont relativement égaux, mais seul le clan le plus puissant obtient le titre de Regalia à 1 étoile. L'un des avantages d'être reconnu comme Regalia est qu'il donne droit à son propre dirigeable, et les sourciers qui parviennent à obtenir ce titre sont les meilleurs en termes de force, d'intelligence, de richesse et d'expérience. Noël a déjà décidé que l'année prochaine, à la même époque, il sera assez fort pour être reconnu comme un Regalia. En voyant la détermination dans les yeux de Noël, Alma repense au jour où elle a été rejetée par la société des assassins. Elle a demandé à Simone si elle avait fait assez bien et Simone lui a répondu que ses prouesses au combat étaient effectivement extraordinaires, mais que cela ne signifiait pas qu'elle était acceptée. Il lui demande si c'est Alma qui a tué Alcor, l'ancien chef de l'association des assassins, et elle lui répond que c'est elle. Même s'il était le dieu des assassins, il est devenu une cible facile dans sa folie. Alcor était un homme vraiment terrifiant, mais il n'a jamais pu vaincre Overdette et se fait à ronger son esprit jusqu'à le rendre fou. Alma est en fait la fille d'Alcor et d'une femme qui l'a kidnappée, et elle n'était pas la seule non plus. Alcor avait beaucoup d'enfants, mais il ne voulait pas élever un enfant, il voulait élever un assassin qui pourrait devenir son successeur, alors il a forcé tous ses enfants à se battre entre eux jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'Alma soit la seule à rester en vie. Simone comprend la situation qui a conduit Alma à devenir ainsi, mais elle n'est tout simplement pas faite pour la société des assassins. Alma n'arrive pas à croire qu'on la rejette alors qu'elle a réussi le test, mais Simone lui dit que la force physique n'est pas le seul critère. C'est 21 ans de sa vie qui ont été gâchés, alors qu'est-ce qu'elle est censée faire maintenant? Il lui dit qu'elle est libre de vivre sa vie comme elle l'entend, mais si elle cherche quelque chose à faire, il l'informe que le petit-fils d'Overdette est lui aussi un sourcier, et que même s'il n'est qu'un bavard, il est tout de même très fort. Si elle est intriguée, elle doit se rendre à Eltria si elle veut le rencontrer. C'est exactement ce qu'a fait Alma et elle en est très heureuse, car elle a trouvé un nouveau but dans la vie et jure de se battre aux côtés de Noël pour toujours. Dans une prison de haute sécurité, l'un des gardiens vient d'être assommé dans les toilettes et l'agresseur se transforme en une copie parfaite du gardien pour prendre sa place. Il se rend au poste du gardien, dont le coéquipier ne se doute pas de l'échange. L'imitateur joue son rôle et demande quel prisonnier il garde, et son partenaire commence à parler des meurtres d'Hugo, que le type là-dedans, le marionnettiste, a commis, et le marionnettiste est exactement celui que l'imitateur cherchait. Tous les matins, Noël se réveille et commence son entraînement qui consiste à faire 2 tours des murs du château avec une tonne de pierres sur le dos. Il se donne une limite de temps de 2 heures et ne la dépasse jamais, quoi qu'il arrive. Son grand-père lui a appris à s'entraîner le jour même où Noël a décidé qu'il voulait devenir sourcier. Il n'y a pas de moyen facile d'y parvenir. Les parleurs comme Noël ne peuvent pas s'améliorer eux-mêmes. Sa seule option était donc de s'améliorer naturellement, et c'est pourquoi il s'entraîne sans relâche tous les jours. Après avoir terminé sa routine matinale, Noël prend une douche et pense à ce qu'Alma lui a dit il y a quelques jours. Il a beau entraîner son corps, il ne parviendra jamais à atteindre le niveau de puissance que lui confère son talent naturel. À ce moment-là, on frappe à la porte, et c'est Alma. Noël l'a fait entrer, et elle est impressionnée par la beauté de sa chambre. Ils avaient prévu de se rencontrer aujourd'hui, mais Alma n'était pas censée arriver avant 2 heures, c'est pourquoi Noël n'est pas encore prêt. Alma le taquine en lui disant qu'elle serait heureuse d'être arrivée plus tôt après avoir vu le physique de Noël, et elle dit qu'elle va le toucher.
Avant que Noël n'ait le temps de réagir, Alma le pousse sur le lit, et même si elle se considère comme sa grande sœur, cela ne l'empêche pas d'essayer d'embrasser Noël. Noël essaie de l'éloigner de lui, mais Alma a une force naturelle de scout, alors il a recours à sa seule option pour s'en sortir sans que ses lèvres ne soient souillées, il donne un coup de tête à Alma. Un peu plus tard, Alma se rend compte qu'elle est peut-être allée trop loin, mais elle ne pense toujours pas que Noël aurait dû lui donner un coup de tête. Cependant, comme elle l'a agressé, Noël pense que c'était parfaitement justifié. Alma n'a toujours pas renoncé à obtenir l'affection de Noël, alors elle lui attrape le bras et déclare que c'est maintenant un rendez-vous. Noël en a assez de ses frasques, alors il joue le jeu et déclare que le premier endroit où il se rend est la guilde des évaluateurs. L'évaluateur est une classe unique possédée par un sous-ensemble de gnomes et c'est littéralement tout ce qu'ils font. Noël et Alma arrivent dans la salle d'évaluation et avant que leur tour n'arrive, Noël demande à Alma ce qu'elle va faire. Elle remplit déjà les conditions pour être classée, comme en témoigne la marque qu'elle porte sur la poitrine. La marque apparaît automatiquement sur le corps lorsque l'on remplit les conditions, et Noël veut donc savoir si elle compte toujours devenir assassin. Alma n'a pas encore pris sa décision, alors elle demande à Noël ce qu'il pense qu'elle devrait faire, mais il n'est pas sûr non plus. Une formation d'assassin l'aiderait certainement au combat, mais il ne veut pas s'engager tout de suite pour éviter les redondances de compétences avec les futurs recrues. Alma ne savait pas que Noël avait encore l'intention de recruter d'autres personnes dans leur équipe, et elle est un peu jalouse. Mais Noël explique qu'il serait bien trop imprudent pour eux d'aller dans un abysse avec seulement 2 membres du groupe, et qu'il veut juste faire évaluer Alma pour voir quelles sont ses options et planifier en conséquence. Une fois l'évaluation terminée, Noël et Alma repartent, et cette fois, Noël dit qu'ils vont dans une forge tenue par un nain. Un bon équipement permet au sourcier d'exprimer tout son potentiel, c'est pourquoi il faut l'entretenir régulièrement. Noël salue le forgeron et il semble avoir une bonne relation avec lui, alors le forgeron le salue à son tour. Le forgeron remarque Alma et pense qu'elle doit être un nouveau membre du groupe de Noël. Il commence donc à l'évaluer pour voir quel équipement elle pourrait utiliser, mais il se laisse distraire par les melons d'Alma. Ensuite, Noël emmène Alma dans une boutique de livres de compétences pour qu'elle puisse se procurer des guides de compétences utiles. Il parle à la propriétaire et lui demande d'aider Alma à choisir des compétences appropriées pendant son absence. Alma demande à Noël où il va et il lui explique que ce magasin ne propose que des livres de compétences destinés aux scouts et qu'il doit donc se rendre dans un autre magasin pour se procurer des livres de compétences pour les parleurs. Avant de partir, il revient sur ses pas et rappelle à Alma qu'elle ne dispose que d'un budget d'1 million pour ses livres de compétences et qu'elle ne doit en aucun cas gaspiller cet argent. Alma accepte les conditions de Noël, mais dès qu'elle est seule, elle s'achète un ours en peluche géant. Noël est en colère contre elle pour avoir gaspillé de l'argent et contre lui-même pour lui avoir fait confiance, mais Alma dit qu'elle n'a pas gaspillé tout l'argent. En fait, elle s'est procuré un très bon livre de compétences appelé Perçage d'armure, qui lui permet de réduire de moitié les défenses de ses adversaires. Le livre lui a coûté 800 000 € et elle a utilisé l'argent qui lui restait pour acheter l'ours en guise de substitut, car Noël ne veut plus qu'elle le prenne dans ses bras. Dans l'ensemble, elle pense que sa séance de shopping a été un succès, mais elle remarque que Noël n'a rien acheté pour lui. Elle lui demande pourquoi et il lui explique que le livre de compétences qu'il voulait acheter était trop cher pour qu'il puisse l'envisager. Il s'agit d'un livre sur l'exorcisme, une compétence qui lui permettrait d'éliminer instantanément les monstres morts-vivants, mais ce livre coûte 30 millions, ce qu'il ne peut pas se permettre. Il se lève et dit à Alma de commencer à manger sans lui. Il suit l'homme dans une ruelle et une fois qu'il n'y a plus personne, l'homme se révèle à Noël. Il s'agit de Loki, le métamorphe de tout à l'heure qui s'est infiltré dans la prison. Noël l'a chargé d'enquêter sur le marionnettiste qui y est enfermé et Loki n'a pas déçu. Il lui remet les informations qu'il a recueillies et, bien que ce que fait Noël ne le regarde pas, il lui demande s'il est sûr de vouloir recruter le marionnettiste dans son équipe. Après tout, cet homme a déjà fait trembler toute la capitale par sa puissance, mais c'est précisément pour cela que Noël veut le recruter. De plus, il est presque certain que le marionnettiste a été piégé pour les crimes, c'est pourquoi il a engagé Loki pour enquêter afin de prouver l'innocence du marionnettiste. Loki comprend le plan de Noël, mais il est étrange d'entendre le type qui a vendu ses anciens coéquipiers comme esclaves parler du sauvetage d'un condamné à mort. Au moins, Noël doit être un peu fou pour passer de l'un à l'autre aussi rapidement et il en tire une certaine fierté. Après avoir vérifié le rapport de Loki, Noël le félicite pour son travail, mais ce genre de choses est un talent naturel pour Loki, car sa classe d'imitateur lui permet de prendre la forme de n'importe qui, si bien qu'aucun endroit n'est à l'abri de son infiltration. Noël le paie pour le travail accompli et demande à Loki de continuer à enquêter, mais avant de partir, Loki dit à Noël qu'il a des informations supplémentaires à lui communiquer. Il lui apprend qu'une drogue dangereuse est vendue dans la région. On dit qu'elle est meilleure que tout ce qui existe sur le marché, mais qu'elle provoque d'immenses crises de rage, si bien que les crimes violents ont augmenté dans la région.
Noël se demande qui serait assez fou pour vendre une telle chose, car la famille Luciano ne manquerait pas d'y mettre un terme dès qu'elle apprendrait. Cependant, le groupe qui vend la drogue est en fait une subdivision de la famille Luciano. Il est donc peu probable que quelque chose soit fait à propos de la drogue. Les responsables de ce territoire sont les Gambino et leur chef, Albert Gambino, est un vrai cinglé. De son côté, Alma est contrariée que Noël l'ait laissée seule si longtemps. Elle essaie de se réconforter en mangeant, mais à ce moment-là, un vieil ami passe par là. Pendant ce temps, Noël traverse le territoire des Gambino et il est assez déçu de l'état actuel des lieux. L'ancien chef de la famille Gambino était un homme bon, à tel point que même Finocchio le respectait. Mais à la mort de l'ancien chef, son fils, Albert, a pris la relève et l'endroit s'est dégradé sous son règne. Alors qu'il marche, Noël remarque un homme assis au bord de la route. L'homme a l'air très différent des habitants de ce royaume et Noël suppose qu'il doit s'agir d'un immigré. Cependant, dans son état actuel, il va probablement mourir comme un mendiant d'ici peu. Noël a de la peine pour lui, alors en passant, il laisse tomber une pièce pour l'homme. Mais alors qu'il fait cela, l'homme se lève et lui rend sa pièce, pensant que Noël a dû la faire tomber par accident, et il dit à Noël que cet endroit n'est pas sûr pour une jolie fille comme lui. Noël est vexé que l'homme le prenne pour une fille, alors il se tourne vers lui et lui dit clairement qu'il est un homme, et que pour ce qui est de la pièce, il ne la reprendra jamais après qu'un sale mendiant comme lui l'a touchée. Il commence à s'éloigner, mais l'homme se sent offensé et tente d'attraper l'épaule de Noël. Mais Noël lui donne un coup de pied dans l'estomac et l'envoie en arrière. Il dit à l'homme qu'il ne devrait pas essayer de le toucher avec ses mains sans valeur, mais la façon dont Noël le regarde de haut rappelle à l'homme quelqu'un d'autre qu'il a connu, et il refuse de laisser passer cela. L'homme n'aime généralement pas se battre pour ce genre de choses, mais il n'est pas faible au point de ne pas pouvoir se défendre. Alors que l'homme prend sa position de combat, Noël se rend compte que ce type a l'air d'être très habile avec une épée, et alors qu'il charge, son coup d'épée fait craindre à Noël pour sa vie. Noël parvient à esquiver, mais l'homme continue de l'attaquer sans relâche jusqu'à ce que Noël attrape finalement le bras du type et l'envoie voler dans un bâtiment quelconque. Après s'être relevé, l'homme admet que Noël est un combattant plutôt doué, alors il lui demande s'il fait partie de la classe des ninjas. La classe des ninjas est exclusive à une île de l'Extrême-Orient, et Noël suppose qu'il s'agit du pays d'origine de ce type. Il lui dit qu'il n'est qu'un bavard, et ce dernier s'étonne qu'un bavard puisse se battre aussi bien, mais ce n'est pas très important, car le gars va utiliser ses compétences à partir de maintenant. Une fois que Noël voit l'aura du gars, il a un grand sourire aux lèvres, car ce gars est vraiment fort, et s'il répond aux attentes de Noël, alors Noël le recrutera certainement dans son groupe. Cependant, juste avant qu'il ne commence à se battre sérieusement, un Munchkin sort de nulle part et crie à Koga de s'être engagé dans un combat sans sa permission. Pendant ce temps, Alma et ses amis s'assoient pour discuter et l'ami d'Alma s'étonne qu'Alma ne se soit pas encore classée. Alma lui dit qu'elle a deux options principales pour son classement, elle pourrait devenir soit un assassin, soit un chasseur, mais Noël lui a dit de ne pas prendre de décision pour l'instant. L'ami d'Alma comprend pourquoi Noël demande à Alma d'attendre, car les chasseurs et les assassins ont deux rôles totalement différents, de sorte que le choix d'Alma dépend des autres membres de l'équipe. En fait, elle suppose que Noël est probablement en train de recruter un nouveau membre pour le groupe en ce moment même, et du côté de Noël, la recrue potentielle se fait toujours engueuler par le Munchkin. Le Munchkin a dit à Koga de ne pas bouger et d'attendre son retour, et il ne veut pas entendre les excuses de Koga, alors il utilise son anneau sur Koga jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. Noël reconnaît qu'il s'agit d'un anneau de subordination, un objet qui oblige quelqu'un à obéir au porteur de l'anneau. Normalement, un tel objet est interdit par la loi, mais il est autorisé s'il est utilisé entre un maître et son esclave. Après que Koga s'est évanoui, le Munchkin se tourne vers Noël et lui demande pourquoi il s'est battu avec Koga, mais il prend aussi Noël pour une fille, et il commence à devenir bizarre, alors Noël lui donne un coup de pied à travers la rue. Le Munchkin demande pourquoi Noël a fait ça, mais Noël le tient en joue et dit que c'est lui qui pose les questions. D'abord, il demande d'où vient le Munchkin puisqu'il ne semble pas venir de cette ville, alors l'homme explique qu'il vient d'un endroit très au sud appelé Soderland, et ensuite, Noël lui demande pourquoi il est venu en Eltrie. L'homme hésite d'abord à répondre, mais le pistolet le motive à révéler qu'il est en fuite. Il travaillait pour la famille Delambé et dirigeait leur réseau de combat clandestin, mais il a été pris en train de détourner leurs fonds. Il n'était pas très content de lui, alors il a dû s'enfuir. Il est venu en Eltrie parce que c'est le territoire des Luciano et que la famille Delambé ne pourra pas l'attraper ici. Koga est l'un de ses esclaves, il l'a donc amené ici lorsqu'il s'est enfui, et Noël suppose que l'homme veut l'utiliser pour entrer dans le milieu des combats clandestins d'Eltria. L'homme admet que c'est son plan, et il demande si Noël est impliqué dans le réseau de combats clandestins par hasard, car il a besoin de quelqu'un pour se porter garant de lui. Mais Noël l'informe qu'il n'est qu'un chercheur, et au cas où l'homme ne l'aurait pas encore compris, qu'il est aussi un homme. L'homme est choqué que Noël soit un chercheur, mais il est encore plus choqué que quelqu'un avec un si joli visage soit un homme. Noël est énervé par la réaction de l'homme, mais cela mis à part, l'homme fuit la famille de Lambé, donc Noël n'aurait pas d'ennui avec eux s'il lui tirait dessus.
De plus, si le jeune homme est mort, Noël pourra s'approprier Koga. Et quand les avantages sont si importants, le choix est clair pour Noël, alors il exécute l'homme. Je plaisante, Noël est peut-être sans cœur, mais ce n'est pas un meurtrier. Il lui a donné un coup de semonce et lui a épargné la vie, mais s'il ne sort pas d'ici dans les 10 prochaines secondes, Noël ne va pas le rater une deuxième fois. Il se lève, terrifié, et donne un coup de pied à Koga pour qu'il puisse s'enfuir. Alors que Noël aurait aimé avoir la force de Koga, le fait que Koga n'ait pas tué ce Munchkin pour retrouver sa liberté signifie qu'il est faible, et Noël ne veut pas de quelqu'un comme ça dans son équipe. Un peu plus tard, Noël retourne au café, et Licia l'accueille, mais Noël ne se souvient pas de l'avoir invité ici, alors il dit qu'il ne paiera pas pour sa nourriture. Alma se fâche et dit que Licia était seulement là pour lui tenir compagnie puisque Noël l'a laissée seule pendant si longtemps, alors Noël cède et accepte de les traiter toutes les deux pour cette fois. Noël prend ensuite place, et Licia lui demande s'il a réussi à trouver de bons membres pour le groupe. Elle se dit qu'il a dû être occupé à recruter puisqu'il a mis si longtemps à revenir, mais même si cela aurait été bien qu'il recrute quelqu'un, il n'a trouvé personne qui corresponde à ses exigences. Il demande donc à Licia si elle sait quelque chose sur la drogue qui circule en ce moment. Elle en a déjà entendu parler, mais ne sait pas grand-chose. Noël lui explique alors qu'il a apparemment un puissant effet secondaire de rage et qu'il n'est pas contrôlé actuellement, il lui demande donc d'être prudente si elle le rencontre. Licia est reconnaissante pour le conseil, mais Noël ne se préoccupe jamais des autres, elle est donc un peu choquée qu'il la mette en garde. Noël dit qu'il ne fait que partager des informations puisqu'il est en bon terme avec le groupe de Licia. Licia le remercie à nouveau et se lève car il est temps qu'elle rejoigne le reste de son groupe. Avant de partir, elle invite Alma à la rejoindre dans une grande confiserie qu'elle connaît, mais pas seulement en tant que compagne de recherche, en tant qu'amie. Alma aime bien cette idée, mais Noël n'a pas l'intention de devenir le meilleur ami de Licia pour toujours, alors il lui dit de se dépêcher et de partir. Une fois Licia partie, Noël commence à réfléchir à la situation de cette drogue incontrôlée, car si même Licia a entendu des rumeurs à ce sujet, c'est qu'elle s'est répandue en dehors de la capitale. Et Noël espère donc que le problème deviendra plus important qu'il ne l'est déjà. Pendant ce temps, le petit Miguel vient d'être capturé par Albert Gambino, et alors que normalement Albert ne voudrait rien avoir à faire avec lui, la famille de Limbert veut se venger de la trahison de Miguel, et demande donc de l'aide à la famille Gambino. Miguel est complètement paniqué car non seulement il a été pris, mais il a été pris par Albert, qui est un véritable psychopathe. Il a littéralement une vitrine où sont exposés les crânes des gens qu'il n'aime pas. Albert dit qu'il ne serait pas drôle de livrer Miguel à la famille de Limbert, et Miguel commence à être d'accord avec lui pour tenter de se sauver. Il dit que quelqu'un d'aussi grand qu'Albert ne devrait pas avoir à faire quelque chose d'aussi ennuyeux que de demander une prime pour la famille de Limbert. Mais sa flatterie se retourne contre lui car Albert dit qu'il va faire quelque chose de très amusant, et son idée de l'amusement est d'écorcher Miguel vivant et de le transformer en poupée. Miguel panique et demande à Albert s'il plaisante, mais Albert est tout à fait sérieux, et il a même l'intention d'écorcher Koga aussi. Koga entend Albert dire qu'il va les écorcher vifs, mais il s'en fiche un peu, car il a renoncé à lui-même depuis longtemps, et il veut juste que sa vie misérable prenne fin, même si c'est en se faisant écorcher vif. Cependant, avant qu'Albert ne puisse sortir l'équipement d'écorchage, l'un de ses agents de recouvrement entre et lui dit qu'il a amené quelqu'un qui n'a pas effectué son paiement à temps, et il s'avère qu'il s'agit du chef du village de Mitz. Le chef se lance dans un long discours pour expliquer qu'il avait réuni l'argent nécessaire pour payer Albert, mais qu'un sourcier maléfique nommé Noël a volé tout l'argent sans aucune provocation. Il explique également que Noël a traité Albert Gambino de salope, ce qui a indigné Albert, qui s'est juré de faire payer Noël pour le manque de respect dont il a fait preuve à son égard. Pour le récompenser de son honnêteté, Albert décide de lui donner un peu plus de temps pour rembourser le prêt, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pénalité s'il ne respecte pas la date de paiement convenue. Albert réfléchit un instant et décide qu'il prendra le bras droit du chef en guise de dédommagement pour le retard de paiement, et le chef est figé de peur lorsqu'il apprend. Albert ne perd pas de temps et ordonne à Koga de procéder au démembrement pour lui. On devine que Koga est un bretteur, il ne devrait donc pas avoir de mal à le faire, même si ce n'est qu'avec un bâton. Koga hésite d'abord à bouger, mais Miguel commence à lui crier d'obéir aux ordres d'Albert, alors Koga se lève et s'apprête à passer à l'acte. Mais juste avant qu'il ne le fasse, Albert lui dit d'attendre 1 minute parce qu'il veut d'abord faire quelque chose. Albert se saisit alors d'un cristal de drogue violet et le croque pour se défoncer, car la violence est toujours meilleure quand on est défoncé. Maintenant qu'il goûte les couleurs et voit les sons, il autorise Koga à couper la main du chef. Dans son déni, le chef dit qu'il est impossible que Koga puisse lui couper la main avec un bâton, mais avant même qu'il ait fini sa phrase, Koga a fait son geste, et 1 seconde plus tard, la main du chef se détache. Le chef hurle à l'agonie, et Albert adore ça. Miguel essaie donc d'utiliser cela en sa faveur et propose de transférer la propriété de Koga à Albert pour essayer de se mettre de son côté, et il semble que cela fonctionne car Albert accepte de prendre Koga comme sien.
Maintenant que Koga appartient officiellement à Albert, il est emmené dans une pièce séparée afin qu'il puisse changer ses vêtements, et pendant qu'il le fait, nous découvrons sa tragique histoire. Son père était un riche homme d'affaires et sa mère était l'une des plus belles femmes de la communauté des agneaux. Mais un jour, sorti de nulle part, le père de Koga a été attaqué et assommé, tandis que sa mère a été emmenée et a subi d'horribles sévices. Lorsque le père de Koga reprit conscience, il se précipita pour essayer de défendre sa femme, mais le mal était déjà fait. 9 mois plus tard, Koga naquit, et tandis que sa mère faisait de son mieux pour s'occuper de lui, le père de Koga était devenu amer et plein de ressentiment à l'égard de l'enfant. Aussi, lorsqu'elle vit le regard dédaigneux qu'il portait sur elle, elle n'en put plus et lui planta une épée dans le cou cette nuit-là. Les années passèrent depuis, et le père de Koga était devenu un ivrogne depuis la perte de sa femme, mais Koga aspirait toujours à l'affection paternelle, et il fit de son mieux pour se rendre utile auprès de lui. Cependant, la simple vue de Koga mettait souvent son père dans une rage folle, et tous les autres habitants du domaine souhaitaient simplement qu'il soit mort en même temps que sa mère pour ne pas avoir à regarder son visage. Koga grandit dans un foyer où il était constamment ridiculisé et indésirable, ce qui affecta son sens de l'estime de soi. Un matin, il se réveilla et se retrouva sur un bateau sans avoir été prévenu, mais il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre qu'il avait dû être vendu comme esclave par sa famille parce qu'elle ne voulait pas de lui. C'est là que Koga a rencontré Miguel, et la première chose que ce dernier a faite a été de l'emmener sur un ring de combat illégal. Lorsque Koga a commencé à dominer la compétition, Miguel était très heureux et a commencé à le féliciter pour son excellent travail. C'était la première fois que Koga recevait des éloges de sa vie, et il en pleura, mais il réalisa rapidement que Miguel ne se souciait pas de lui, tout ce qui l'intéressait était l'argent qu'il gagnait sur son dos. De retour dans le présent, Koga a fini de s'habiller, et il est officiellement envoyé pour sa première mission sous le commandement d'Albert. Plus tard dans la nuit, Noël se rend dans une église abandonnée pour rencontrer Loki, car ce dernier lui a dit qu'il avait des informations importantes à lui communiquer. Noël ayant été bon avec lui, il lui donne un avertissement et lui dit que la famille Gambino en veut à la tête de Noël. Il met Noël au courant de ce qui s'est passé et explique que le chef du village de Mitz a menti à Albert Gambino sur le fait que Noël lui a manqué de respect, et Albert l'a cru, alors il envoie un assassin après Noël. Noël pense qu'il est stupide de la part d'Albert d'ordonner un assassinat sur la base de preuves aussi minces, mais Albert est pratiquement un fou, de sorte qu'une personne saine d'esprit ne pourrait jamais comprendre comment elle fonctionne. Noël se demande comment un homme comme Albert a pu se retrouver à la tête de la famille Gambino, et la réponse est le népotisme. L'ancien chef de la famille Gambino n'avait qu'un seul fils. Alors qu'Albert était déjà un gros raté, il a hérité du poste sans avoir à travailler pour l'obtenir. À ce moment-là, Noël entend le bruit d'une armure qui s'entrechoque, ce qui signifie que quelqu'un s'approche. Noël comprend alors que Loki a dû le vendre à la famille Gambino. Loki s'excuse, mais s'il n'avait pas accepté, la famille Gambino l'aurait tué. Dans le pire des cas, il se dit qu'il n'a qu'à fuir dans un autre pays pour que la famille Gambino ne continue pas à le harceler. Cela semble être un bon plan pour Noël, mais il y a une chose que le plan de Loki ne prend pas en compte, et c'est le fait que rien n'empêche Noël de lui tirer dessus ici et maintenant. Bien que Noël soit déçu de devoir tuer Loki parce qu'il aimait vraiment l'avoir à ses côtés, Loki n'essaie pas de s'enfuir et accepte que Noël lui tire dessus. Noël est confus et demande pourquoi Loki sacrifie sa vie en ce moment. Loki explique qu'il se rend compte que ce n'est pas seulement Noël qui l'a vendu, mais aussi sa fierté en tant qu'informateur, et qu'il a besoin de se racheter. Noël voit que Loki est prêt à se laisser abattre, alors pour une fois, il décide de lui pardonner ce qu'il a fait. Il lui dit qu'il n'aura pas non plus à quitter le pays pour échapper à la famille Gambino, car Noël va personnellement la détruire. Loki est stupéfait pendant un moment, puis il se met à rire hystériquement parce que le fait que Noël lui pardonne n'est pas du tout dans ses habitudes. Cependant, Loki est reconnaissant d'avoir eu une seconde chance, et il promet de se rattraper auprès de Noël plus tard, mais pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose dans une bagarre, alors il part. Une fois Loki parti, Noël se tourne vers son agresseur et boit une potion de combat pour se préparer à la bataille. Une potion de combat augmente considérablement les capacités physiques de son utilisateur, mais elle ne dure que 10 minutes et le corps de Noël en subit les conséquences. Une fois l'attaquant en vue, Noël est choqué de réaliser qu'il s'agit de Koga, et Koga est tout aussi surpris que la cible qu'il a été envoyé assassiner soit Noël. Noël félicite Koga d'être devenu un assassin pour la famille Gambino, car c'est un grand pas en avant par rapport à un sale combattant de rue. Comme il n'y aura pas d'interruption cette fois-ci, Noël suggère de reprendre là où ils en étaient la dernière fois et pointe son arme sur Koga, mais ce dernier hésite à dégainer ses épées. En toute honnêteté, il ne veut pas se battre contre Noël parce qu'il lui doit toujours cette pièce d'argent, mais cela ne veut pas dire qu'il peut défier les ordres de son maître, alors il doit quand même se battre. Mais conformément à sa fierté de guerrier, il se présente officiellement comme Koga, l'épéiste long et tranchant, et provoque Noël en duel. Noël pense que Koga est stupide de révéler ainsi sa profession, mais il respecte aussi la fierté de Koga, alors il répond et s'annonce à son tour.
Le combat commence, et Noël tire avec son arme sur Koga, mais Koga est trop rapide pour cela, il esquive et apparaît devant Noël. Cependant, juste avant que Noël ne soit tranché, il utilise un fil pour se mettre à l'abri. Maintenant que Koga n'est plus faible et affamé, sa vitesse et sa précision sont bien supérieures à ce qu'elles étaient lorsque Noël l'a combattu plus tôt, mais Noël a toujours un plan pour le vaincre. Il tire une balle de flamme sur Koga, et même si Koga l'esquive, il est pris dans les flammes, et Noël suppose que Koga en subira des dégâts importants. Pourtant, Koga s'en sort indemne car il a coupé l'air autour de lui pour créer une barrière qui le protège des flammes. Il saute ensuite pour affronter Noël, et ce dernier, forcé d'engager un combat rapproché, tente de viser les couilles de Koga, mais ce dernier recule et crie que les coups de couilles sont un geste de lâcheté. C'est peut-être lâche, mais il s'agit d'un combat de vie ou de mort, alors Noël ne se soucie pas des astuces qu'il peut utiliser, il va faire le travail. Il plonge la main dans sa veste et en sort un flashbang pour aveugler Koga, qui tente de prendre l'avantage et de porter un coup mortel. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Koga utilise son mouvement spécial et lance plusieurs coups sur Noël. Il coince ensuite Noël sur une corniche, et bien que Noël tente d'utiliser son hurlement d'étourdissement pour arrêter Koga, Koga le transperce simplement, en voyant Noël s'écraser sur le sol, jusqu'à sa perte. Après avoir heurté le sol, Noël est assommé, et lorsqu'il se réveille, il trouve Koga debout au-dessus de lui, son épée pointée vers la tête de Noël. Koga se dit impressionné par la performance de Noël et le félicite d'avoir été un adversaire aussi coriace, mais Noël n'est pas intéressé par ses éloges et demande à Koga pourquoi il ne l'a pas encore achevé. Koga ne sait pas vraiment quoi dire car, même si sa mission était de tuer Noël, il ne peut pas se résoudre à finir le travail après s'être si bien battu contre lui. Noël est furieux de voir Koga agir de façon aussi indécise. Il se met à crier après Koga et saisit l'épée, lui disant qu'il ne peut pas se permettre d'avoir pitié de quelqu'un qui est un ennemi. Si Koga ne tue pas Noël, alors il n'y a aucune chance qu'Albert le laisse en vie, et bien que cela soit vrai, Koga est encore hésitant et ne comprend pas pourquoi Noël essaie si fort de lui faire finir le travail alors que cela signifierait sa mort. Alors il suppose que Noël est vraiment concerné par la vie des autres, mais un moment plus tard, Noël dit que Koga a officiellement manqué sa chance de le tuer parce qu'Alma vient juste d'arriver. Et elle ne laisse personne d'autre qu'elle toucher le beau corps de Noël. Avant le début du combat, Noël a utilisé sa compétence de liaison pour envoyer un message à Alma à propos de sa situation, et il est vraiment heureux qu'elle soit là car la potion de combat qu'il a bu vient de se dissiper, et les effets secondaires l'ont immobilisé. Alma ne comprend pas vraiment les détails, mais elle sait que Koga a attaqué Noël, alors elle demande à Noël si elle peut le tuer, et Noël lui dit de le faire. Alma attaque immédiatement Koga, qui utilise son épée pour bloquer son coup, mais il la supplie de ne pas le faire parce qu'il ne veut vraiment pas avoir à tuer une femme. Alma trouve hilarant qu'il dise cela alors que c'est elle qui a le dessus, mais Koga lui fait remarquer qu'elle a lancé une attaque surprise et l'a pris au dépourvu, mais qu'elle n'a toujours pas réussi à lui porter un coup mortel. Alma prend cela comme un défi et active sa compétence d'accélération pour attaquer Koga à toute vitesse et prouver qu'elle est supérieure. Mais Koga riposte en activant sa compétence d'amélioration des sens, qui lui permet de réagir beaucoup plus rapidement et avec une plus grande précision lorsque ses yeux sont fermés. Alors que les deux hommes continuent de s'affronter, Noël se rappelle une fois de plus qu'en tant que bavard, il ne sera jamais capable de faire des choses comme Alma et Koga, mais cela ne fait que raviver sa motivation à vaincre les plus forts et à devenir le plus fort. Jusqu'à présent, Alma et Koga se sont battus jusqu'à l'arrêt, et Alma admet que Koga est plus fort qu'elle ne le pensait, mais elle va s'assurer de l'achever avec sa prochaine attaque empoisonnée. Et puisqu'elle devient sérieuse, Koga décide d'embrasser l'égalité des sexes et prépare son slash insta-kill pour abattre Alma d'un seul coup. Cependant, avant que l'un d'eux ne puisse attaquer l'autre à nouveau, Noël lance une fusée éclairante dans le ciel et demande à Alma de battre en retraite. Alma ne veut pas, mais il s'agit d'un ordre, pas d'une demande, et elle accepte à contre-cœur de reculer. Noël dit à Koga qu'il doit partir lui aussi, car la fusée qu'il a tirée va attirer l'attention de la police militaire, et Albert sera très en colère si le gouvernement impérial découvre ce qu'il essaie de faire ici. Même si Koga ne veut pas partir les mains vides, il n'a pas d'autre choix que d'écouter ce que dit Noël. Mais avant qu'il ne parte, Noël le rappelle et lui dit qu'il a un message à transmettre à Albert. Le lendemain, Koga rapporte à Albert l'échec de sa tentative de tuer Noël, mais, étonnamment, Albert semble très détendu. Il remet également à Koga une boîte contenant la tête de Miguel, mais pour le reste, il est plutôt calme aujourd'hui. Il dit qu'il pardonnera à Koga d'avoir échoué cette fois-ci puisqu'il est de bonne humeur, mais qu'il n'a pas intérêt à échouer une deuxième fois. Koga jure qu'il fera son travail quoi qu'il en coûte, et Albert est heureux de l'entendre, alors il congédie Koga. Mais avant de partir, Koga se souvient que Noël lui a donné un message pour Albert. Albert Gambino, je vais démanteler toute ton organisation et t'envoyer au goulag. Albert demande calmement si Koga dit la vérité ou s'il ment comme l'a fait le chef des brumes, mais il n'y a pas la moindre trace de tromperie sur le visage de Koga, si bien qu'Albert commence à s'énerver et veut encore plus que Noël meure. Koga et Léo, le garde du corps d'Albert,
quittent tous deux le bureau d'Albert pour le laisser se calmer. Alors qu'il s'éloigne, Léo dit à Koga qu'il a peut-être été un peu trop loin dans ses propos, et Koga s'excuse. Léo lui demande s'il a dit cela parce qu'Albert a fait tuer Miguel, mais Koga détestait Miguel de toute façon, et il n'avait donc aucune raison de se soucier de sa mort. La vraie raison pour laquelle Koga s'est senti obligé de transmettre le message de Noël est qu'il pense que Noël est une personne extraordinaire. Même s'il n'est qu'un parleur, il s'est entraîné au point de pouvoir affronter quelqu'un comme Koga, et Koga sait que l'entraînement a dû être atroce pour Noël. Malgré cela, aucun entraînement ne le rendra jamais assez fort pour vaincre une classe de combat en tant que parleur, mais Noël n'a jamais perdu ce regard qui lui dit qu'il deviendra le plus fort du monde, quoi qu'il arrive. Après avoir écouté ce que Koga avait à dire, Léo lui dit qu'il s'est entiché de Noël, pas d'homo. Cependant, il veut dire que Koga s'est entiché dans le sens où il respecte Noël en tant que rival et veut devenir plus fort à ses côtés. Maintenant que Koga y pense, Léo a raison, mais il se demande comment Léo peut avoir autant d'expérience sur ce sujet. Léo lui explique alors qu'il a lui aussi vécu quelque chose de similaire, mais c'était il y a longtemps. Le lendemain, Albert s'approche de Noël alors qu'il est à la taverne secrète, cherchant à faire payer Noël pour ce qu'il a dit. Il a des layaux de rang A et quelques chercheurs de rang B à l'extérieur, il est donc persuadé de pouvoir éliminer Noël aujourd'hui, et il s'assoit à la table de Noël pour le confronter. Il s'empare alors de la bouteille de vin de Noël et commence à la boire en signe de supériorité, mais il déteste absolument le goût du vin. Bien qu'en infériorité numérique, Noël se moque calmement d'Albert et lui dit qu'il est mal élevé de boire le vin de quelqu'un d'autre sans y être invité, bien que les bonnes manières soient peut-être trop difficiles à comprendre pour les gens du genre d'Albert. Albert se met en colère contre Noël, qui lui demande de reculer car sa mauvaise haleine coupe l'appétit de Noël. Albert se sent insulté et menace de couper la langue de Noël, mais juste avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'un des chercheurs de la taverne s'approche de lui et lui dit d'arrêter. Il n'a aucune idée de ce qu'Albert reproche à Noël, mais il veut lui faire comprendre que, quelle que soit la raison, il n'a pas le droit d'attaquer un chercheur dans cette taverne. Albert est vexé et demande à l'homme s'il sait qui il est. Le sourcier connaît bien la réputation d'Albert, mais en tant que sourcier, lui et les autres clients de ce bar refusent de laisser un étranger comme Albert faire ce qu'il veut. Albert n'aime pas qu'on lui dise non. Il ordonne donc à Léo et aux autres gardes du corps de tuer Noël et tous les sourciers présents dans la taverne, mais les gardes du corps hésitent à se conformer à cet ordre. Léo fait remarquer qu'il serait facile pour eux de tuer tous les sourciers, puisque tous ceux qui se trouvent ici ne sont que de rang C. Mais s'ils le font, ils devront s'expliquer devant Don Luciano, et ce sera vraiment difficile à justifier. Ils sont déjà sur la corde raide à cause de leurs problèmes de drogue, alors un autre faux pas signifierait la fin de la famille Gambino. Cependant, s'il insiste pour aller jusqu'au bout, Léo s'assurera que le travail sera fait. Albert n'est pas sûr de ce qu'il doit faire, alors Noël décide de le retirer un peu plus et le traite de lâche, de merde, sans intelligence ni raison. Albert est encore plus en colère qu'avant, mais Noël lui dit qu'il ferait mieux de faire attention parce que toute cette colère va faire pomper son sang, ce qui va répandre le poison qu'il a bu dans le vin encore plus rapidement. Après que Noël ait mentionné que le vin était empoisonné, Albert commence à paniquer, et Noël explique qu'il a empoisonné à la seconde où il a vu Albert franchir la porte. Albert n'arrive pas à croire que Noël ait pu faire une telle chose, car il n'y avait aucune garantie qu'Albert le boive. Mais c'est une décision assez simple à prendre. Si Albert ne buvait pas le vin, ce ne serait pas grave, mais comme il a fait, la victoire est assurée pour Noël. Albert commence à essayer violemment de vomir le poison, mais Noël lui dit qu'il est trop tard pour cela puisque le poison a déjà fait son chemin dans le sang d'Albert. Albert est maintenant en pleine panique et se précipite hors du bar pour aller voir un médecin, mais une fois Albert parti, Léo complimente Noël pour son intelligence. Il sait que le vin n'était pas vraiment empoisonné et que Noël disait cela pour convaincre Albert de sortir d'ici. Léo jette un coup d'œil à Noël et voit immédiatement que Koga avait raison à propos de la détermination dans ses yeux. Pour rendre service à Noël, il lui offre deux choix. Il peut prendre cet argent et quitter Atria pour ne pas être attaqué à nouveau par Albert, mais s'il choisit de rester, Léo n'aura pas d'autre choix que de le tuer sur le champ. Noël décide de prendre la première option et se lève pour partir avec Alma. Alors qu'il quitte les portes de la ville, Alma est très impressionné par Noël, car tout s'est déroulé comme il l'avait prévu. Il est heureux que tout ait fonctionné jusqu'à présent, mais les choses vont devenir plus difficiles à partir de maintenant. Pour l'instant, Noël et Alma partent chacun de leur côté pendant une semaine, car Noël veut enquêter sur quelque chose, et Alma veut aller s'entraîner dans les bois pour être plus forte que Koga la prochaine fois qu'ils se battront. Ils se frappent le poing et Noël jure qu'à son retour, il détruira Albert Gambino. Une semaine plus tard, Noël est de retour de sa petite expédition, et à la seconde où il pose le pied en ville, Albert s'approche de lui avec toute son armée de gardes du corps. Croyant tenir Noël, il leur ordonne de commencer par lui briser les bras et les jambes pour qu'il souffre le plus longtemps possible. Mais étonnamment, Léo et les autres ignorent complètement son ordre, et Albert ne comprend pas ce qui se passe. Noël s'emporte,
Mais comme un idiot comme Albert ne comprendra jamais rien tout seul, Noël lui explique qu'il n'a plus le droit de donner des ordres à Léo et aux autres. Un peu plus tôt dans la journée, Léo et les autres étaient assis ensemble dans un bar, et tous étaient dévastés parce qu'Albert leur avait ordonné de tuer une petite fille un peu plus tôt dans la journée. Elle tenait ce jouet comme s'il représentait le monde pour elle. Ils se sentent tous terriblement coupables et demandent à Léo pourquoi il continue à suivre les ordres déments d'Albert. Ils sont entrés dans ce métier parce qu'ils respectaient l'ancien patron, mais Albert a une injonction de respect, et ils ne peuvent pas continuer à le suivre. Au milieu de leur conversation, Noël arrive et remarque qu'ils tiennent le cadeau qu'il a offert à la fille du chef des brumes. Même si son père était une belette, Noël aimait bien cette petite fille, alors savoir qu'elle a été tuée à cause d'Albert lui fait un peu de peine. Quoi qu'il en soit, il est venu ici pour discuter avec Léo, et Léo lui demande si Noël sait ce qui va se passer maintenant qu'il est de retour en ville. Noël est au courant, mais il leur dit qu'il n'est pas venu pour se battre, qu'il voulait juste déposer un document qui pourrait les intéresser. Il s'agit de l'acte de naissance d'Albert, que Noël a obtenu parce qu'il a demandé à Loki d'enquêter sur les origines d'Albert pendant son absence d'une semaine. D'après ce que Loki a découvert, Albert est en réalité le fils d'un autre homme, mais l'ancien chef des Gambino a eu une liaison avec la mère d'Albert avant la naissance de ce dernier, et pour lui rendre service, il a accepté Albert comme héritier, même si Albert n'est pas du tout lié à la famille Gambino. Il y a aussi une autre chose que Noël voulait vérifier, il a donc demandé à Loki de faire des recherches sur la cause de la mort de l'ancien patron des Gambino. Les résultats de cette enquête ont révélé que non seulement Albert n'est pas le fils de l'ancien patron, mais qu'il a également empoisonné l'ancien patron et fait passer sa mort pour une maladie. Albert n'a aucune idée de la manière dont Noël a pu comprendre cela, mais il leur dit qu'ils ne peuvent pas prouver qu'il a vraiment fait quelque chose. Au contraire, Noël a toutes les preuves dont il peut avoir besoin, car Noël possède une compétence pratique appelée confesser qui peut être utilisée pour faire admettre aux gens leurs crimes, et une confession de sa part sera plus qu'une preuve suffisante. Une fois qu'Albert a été forcé d'admettre ses crimes, Léo va le voir et lui dit qu'il n'est plus leur patron. Il est immoral, stupide et sans cœur, et ils ne peuvent donc pas justifier de servir un homme comme lui. En même temps, indépendamment de ses actions, l'ancien patron a nommé Albert comme son successeur, et Léo va donc lui donner une dernière chance de se racheter. S'il se bat contre Noël et gagne, il pourra continuer à être le chef de la famille Gambino. Mais Léo sait qu'Albert se ferait immédiatement plier s'il combattait lui-même Noël. Il lui permet donc de choisir quelqu'un pour le représenter dans la bataille. Albert refuse d'être soumis à un tel procès, mais tout à coup, Finocchio se présente. Noël l'a invité à venir témoigner du duel, et Albert n'a plus le choix. C'est la fin de l'épisode 7. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.